Bienvenue à tous et bienvenue à notre deuxième rencontre du Forum des femmes, pour les femmes dans le cadre des jeudis de barreau online. Donc voilà, merci beaucoup d'être là. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Brigitte Wada et je suis présidente de la Fédération des femmes pour la paix mondiale et je serai votre modératrice pour cette rencontre. La Fédération des femmes pour la paix mondiale a été fondée en Corée du Sud en 1992 par Mrs. Aung San Suu Moon et son défunt mari, révérend Son Myung Moon. Elle s'est développée aussi dans plus de 160 pays dans le monde entier depuis les années 97. Et puis, elle est aussi active dans les domaines de l'éducation, la réconciliation, et bien sûr aussi les projets humanitaires qui se sont développés dans plusieurs pays. Et puis, bien sûr, elle travaille aussi en partenariat avec d'autres ONG, dont la Fédération pour la paix universelle, et aussi avec d'autres responsables d'associations de femmes aussi qui ont les mêmes objectifs que la Fédération des femmes pour la paix. Et bien sûr, depuis 1997, grâce à toutes ces activités qui se sont développées dans le monde, eh bien, elle a aussi reçu le statut économique d'un statut consultatif général auprès du Conseil économique et social de l'ONU. Donc, en fait, la Fédération des femmes, elle réunit des femmes de toute tradition ethnique, religieuse et culturelle qui désirent justement contribuer à cette paix. Et ça, c'est vraiment… Alors, non seulement avec les femmes, mais bien sûr avec les hommes. Ça, je vais toujours le dire, nous sommes complémentaires dans ce sens. Alors, ce soir, on va aborder un sujet qui n'est pas facile, justement, qui s'appelle les secrets du cerveau féminin. Ce n'est pas non plus un thème à aborder en si peu de temps. Je pense que cela demanderait beaucoup plus de temps pour en parler et pour en débattre aussi. C'est un sujet aussi qui a des controverses parce que, bien sûr, il y a aussi ce courant qui dit que non, pas du tout, hommes et femmes sont tout à fait égaux et il n'y a pas de sexe, enfin, disons, le cerveau n'a pas de sexe. Est-ce que vraiment le cerveau a un sexe? Voilà, donc c'est ça qu'on va essayer d'aborder ce soir. Et je vais surtout laisser la parole à Marie-Christine Audan, qui est déjà intervenue la dernière fois. Elle-même est conseillère conjugale et familiale. Donc, je voudrais donc donner… Elle est aussi secrétaire, bien sûr, de la Fédération des femmes pour la paix mondiale. Et je voudrais donc lui donner la parole. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre dans le chat. Mais après son intervention, nous aurons tout le temps de débattre, d'échanger et bien sûr de répondre aux questions et puis d'écouter vos commentaires aussi. Voilà, donc c'est à toi, Marie-Christine. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je rejoins Brigitte pour dire qu'on a bien peu de temps pour aborder un sujet aussi vaste. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais oublier un tas de choses, en tout cas les passer sous silence parce qu'on n'a pas trop de temps. Et bon, je vais vous proposer, vous partager des idées, des découvertes, et puis chacune fera ce qu'elle veut avec ça, cheminera avec ça. Et peut-être ça donnera à certains et certaines le désir et le goût d'aller plus loin, de chercher davantage. Voilà. En tout cas, il y a quelques jours, j'ai eu ma sœur au téléphone. Et j'ai évoqué avec elle les différences entre le féminin et le masculin. Et ben, elle m'a traité de sexiste. Elle a parlé de mes croyances. Et pour elle, tout ce que je disais n'avait absolument aucun fondement. Et pour le coup, j'ai eu envie aujourd'hui de dire quelques mots sur le féminin, d'un point de vue qui ne soit pas spirituel
ni même psychologique, mais d'un point de vue biologique. Celui-ci ne laisse pas de place aux croyances, aux « je crois que »,« je pense que ». Et nous allons donc nous pencher ensemble sur la réalité biologique qui sous-tend les différences entre les hommes et les femmes. Alors, je ne suis pas une scientifique, hein, donc voilà, je ne vais pas aller au fond des choses, mais juste vous présenter certains faits incontournables. Une question qu'on va se poser ensemble, c'est comment notre cerveau se construit pour permettre l'émergence du yin et du yang chez la femme. Alors, tout d'abord, sachez que jusque dans les années 60, l'essentiel des données sur le cerveau humain provenait des soldats tués sur le champ de bataille. Autant dire que l'immense majorité de ces patients étaient des hommes, bien évidemment. Du coup, on en a déduit que le cerveau féminin était identique au cerveau masculin. Et c'est seulement au début des années 80 qu'on a découvert que les cerveaux masculins et féminins ne fonctionnaient pas du tout de la même façon. Alors comment? C'est grâce aux IRM. Les IRM qui mesurent l'activité électrique qui se passe dans le cerveau. Et grâce à ces IRM, on a pu repérer la localisation exacte de chaque fonction dans le cerveau. Alors, je pense, un point s'allume. Je parle, un autre point s'allume. Je regarde une carte routière et une autre région s'éclaire. Voilà, en gros. Et aujourd'hui, on peut voir au scanner quelle est la partie du cerveau en charge de chaque action, de chaque pensée et de chaque émotion. Et là, ça devient vraiment intéressant. Par exemple, je vais vous donner un exemple qui est très parlant, en fait, c'est le cas de le dire. La plupart des hommes ont une seule localisation cérébrale pour la parole. Elle est dans leur hémisphère gauche. Les femmes, elles, disposent de plusieurs régions pour la parole, dans les deux hémisphères. Et ça change tout. C'est pourquoi elles adorent parler. Elles sont beaucoup plus portées que les hommes à parler autour du partage verbal, de la communication. Une femme a besoin de parler. Chaque fois qu'elle vit une émotion, ça provoque le désir de partager, d'en parler. Et on n'est pas là dans l'idéologie, ce sont des faits. Alors, les premières recherches sur la localisation spécifique des fonctions cérébrales ont été réalisées sur des patients dont le cerveau avait été endommagé. Et c'est comme ça qu'on a vu que si un homme a l'hémisphère gauche endommagé, il a une chance de devenir muet. Mais si une femme a l'hémisphère gauche endommagé, elle pourra continuer à parler. Parce qu'elle a plusieurs centres de la parole dans l'hémisphère gauche et dans l'hémisphère droit. Par contre, si un homme a l'hémisphère droit endommagé, il perd tout ou presque de ses capacités spatiales, c'est-à-dire la capacité de s'orienter, la capacité de penser en 3 dimensions, etc. Mais si une femme a l'hémisphère droit endommagé au même endroit, elle ne subira pratiquement aucune perte de ses capacités spatiales, parce qu'elles sont ailleurs. Alors, ceci dit, les hommes ont une capacité spatiale beaucoup plus étendue que les femmes. Mais bon,
j'ai envie de dire que ce soir, je vais parler surtout des femmes. C'est vrai que les hommes ont des capacités qui sont beaucoup moins développées chez nous, les femmes. Ça pourrait faire l'objet d'une autre présentation. En tout cas, c'est dire que les deux cerveaux fonctionnent différemment. De façon générale, la femme utilise les deux hémisphères en parallèle, en même temps pour une même fonction. Alors que les hommes n'ont qu'un centre dans leur cerveau pour chaque fonction. C'est comme ça. Messieurs, vous êtes compartimentés, vous êtes fabriqués de telle façon que vous êtes concentrés sur une tâche à la fois, si votre cerveau est totalement masculin. Là, on y reviendra. En plus, les hémisphères cérébraux gauche et droit sont connectés par un faisceau de fibres nerveuses qu'on appelle le corps calleux. Eh bien, ce corps calleux est plus épais chez la femme que chez l'homme. C'est-à-dire que la femme a 30% de connexion en plus. Alors, plus vous avez de connexion, qu'est-ce qui se passe? Plus vous percevez de données multiples dans une situation. Du coup, ça met un coup de projecteur sur l'intuition des femmes. Parce qu'elles captent un tas de données en même temps dans une situation particulière. Alors, par exemple, quand je vous parle, les hommes m'écoutent essentiellement avec l'hémisphère gauche, logique, donc critique, parfois. Et les femmes mobilisent en même temps leurs deux hémisphères. Et pour elles, mon discours est donc coloré d'émotions. Elles entendent ce que je dis, mais surtout comment je le dis. Elles sont plus sensibles aux inflexions de ma voix, à mes expressions, peut-être à ma respiration, etc. C'est d'ailleurs amusant de constater une chose. Vu que les femmes utilisent simultanément les deux hémisphères de leur cerveau, eh bien, une femme sur deux a du mal à différencier sa main droite de sa main gauche. Personnellement, pendant des années, il fallait que j'écrive, je fasse le geste d'écrire pour trouver ma main droite. Mais revenons aux deux hémisphères du cerveau. Alors, je vais dire quelques petites choses que certainement vous tous, vous connaissez plus ou moins. C'est juste pour se situer. L'hémisphère gauche, ce sont les mathématiques, la logique, la raison, la déduction, l'analyse. Et l'hémisphère droit, c'est plus la création, le sens artistique, l'intuition, les idées, l'imagination, etc. Les hommes utilisent l'un ou l'autre, mais beaucoup le gauche. Et les femmes utilisent l'un et l'autre, et beaucoup le droit. Quand je dis l'un et l'autre, c'est en même temps. De ce fait, une femme est capable de faire simultanément plusieurs choses sans rapport entre elles, tout en téléphonant à une copine et en pensant à autre chose. Mais si un homme essaye une nouvelle recette de cuisine et que vous lui parlez, eh bien, il est possible qu'il se fâche parce qu'il n'arrivera pas à vous écouter et à suivre en même temps les instructions écrites de la recette. Alors, voyons maintenant du côté des émotions. C'est une chercheuse canadienne, Sandra Whittleson, qui a montré, alors toujours grâce aux IRM, que pour les hommes, le lieu des émotions se trouve en un point précis, dans l'hémisphère droit. Ce qui signifie que l'émotion peut opérer indépendamment des autres fonctions cérébrales. Et les fonctions cérébrales peuvent opérer indépendamment de toute émotion. Alors que chez les femmes, les émotions opèrent
sur une région beaucoup plus étendue dans les deux hémisphères. Et elles peuvent se déclencher en même temps que les autres fonctions cérébrales. Par exemple, dans une discussion un peu difficile, un homme peut avancer des arguments de logique, il peut passer à des solutions, donc tout ça, c'est plutôt l'hémisphère gauche, et tout ça sans la moindre émotion sur la question. Par contre, la femme, elle, va colorer d'émotions tout l'entretien. Je ne dis pas que c'est un plus ou un moins, mais voilà, c'est comme ça. Par ailleurs, sous le coup d'une émotion, un homme peut réagir très fortement. Quand ce lieu particulier est stimulé, un homme peut même se déchaîner avec violence parfois, que ce soit par les mots ou par les actes. Face à une émotion forte, la femme, elle, préfère en parler. Et on peut dire qu'une femme, plus elle est stressée, plus elle est émotionnellement atteinte, et plus elle a envie de parler. Peut-être ça vous dit quelque chose. D'où le fait que dans un couple, la femme sollicite constamment l'attention de l'homme parce qu'elle a besoin de partager ses idées, ses pensées, ses émotions, ses sentiments. Et le seul fait de se sentir écoutée, de se sentir comprise, c'est ça qui va l'apaiser. Et plus que ça va l'éclairer parce qu'une femme, je dirais qu'elle pense en parlant. L'homme, il pense avant de parler, mais souvent la femme, elle pense en parlant, en sortant les mots. Ça l'aide à penser. Moi-même, je dois dire que pour préparer une conférence, souvent, je la dis, je la parle, et les idées arrivent à ce moment-là. La femme pense tout haut, alors que l'homme utilise le langage surtout pour transmettre des informations, pour chercher des solutions. Du coup, si une femme vient parler à un homme, eh bien, celui-ci risque de penser qu'elle attend des solutions. Et il va s'efforcer d'en trouver. Mais elle veut juste être écoutée. C'est tout. D'où pas mal d'incompréhension quand on ne sait pas comment chacun fonctionne. Alors, je voudrais maintenant aborder un autre élément de notre biologie qui est tellement différent selon que nous sommes des hommes et des femmes. Il s'agit des hormones. Il y aurait 1000 choses à en dire. Je vais essayer d'être très succincte, mais c'est quand même intéressant de se pencher sur les hormones. En fait, la conclusion à laquelle les neurologues et les spécialistes du cerveau sont arrivés aujourd'hui, c'est que nous sommes ce que nous sommes à cause de nos hormones, les unes féminines et les autres masculines. Par exemple, alors, je vais parler d'une hormone masculine, la testostérone. Pourquoi? Eh bien, alors, vous allez comprendre. Les recherches sur le cerveau révèlent que notre genre serait programmé masculin ou féminin environ 6 à 8 semaines après notre conception. C'est un scientifique allemand, le docteur Dorner, qui a été l'un des premiers à avancer cette idée, que notre identité sexuelle est formée 6 à 8 semaines après la conception. C'est-à-dire que pendant les 6 à 8 premières semaines, le fœtus est plus ou moins asexué. Et il dispose du potentiel pour former des organes génitaux masculins ou féminins et pour former aussi un cerveau masculin ou féminin. Et les recherches ont montré que si le fœtus
est un garçon génétique, donc chromosome XY. Il développe des cellules spéciales qui sécrètent de grandes quantités de testostérone. Et c'est ça qui va permettre aux testicules de se former et au cerveau d'être configuré comme un cerveau masculin. Mais le fœtus n'est pas capable de fabriquer à lui seul toute la testostérone dont il a besoin. C'est sa mère qui en fabrique aussi, parce que la femme fabrique aussi de la testostérone, à peu près 10 fois moins que l'homme, mais quand même. Donc c'est sa mère qui va lui envoyer ce qui lui manque. Sauf que parfois la mère, pour une raison ou pour une autre, elle n'en fabrique pas assez ou elle n'en fabrique pas du tout. Alors, ça peut être à cause d'un stress important qui l'empêche d'en fabriquer, ça peut être une maladie, comme une grosse grippe par exemple, ou certains médicaments inhibiteurs de testostérone. Enfin, il y a différentes raisons. Aussi, une femme qui fumerait beaucoup, qui boirait beaucoup, ça affecte la sécrétion de testostérone. Et du coup, le fœtus ne reçoit pas suffisamment d'hormones mâles en temps voulu. Et le bébé garçon va naître avec une structure cérébrale plus féminine que masculine. Du coup, il aura une forte part de féminin en lui. Et il semblerait que 10% de ces garçons-là deviendront homosexuels, en fonction d'autres facteurs encore que je ne vais pas citer, soit à l'intérieur de l'utérus, soit après la naissance, notamment pendant les 5 premières années de la vie. Mais c'est un autre point. En tout cas, de la même façon, il arrive par accident que le fœtus féminin, donc chromosome XX, qu'il reçoive une dose trop importante d'hormones mâles. Et le résultat, c'est un bébé-fille avec un cerveau plutôt masculin, ce qui peut aussi aller jusqu'à l'homosexualité, également en fonction d'autres facteurs dont je ne parlerai pas ici. C'est entre autres pour ces raisons que 20% d'hommes ont un cerveau avec de fortes caractéristiques féminines et 10% des femmes ont un cerveau de type plutôt masculin. Bon, j'ai évoqué le cas de l'homosexualité, mais vous vous en doutez, c'est très complexe. Trop complexe pour que je puisse en parler ici, trop délicat aussi. Mais je voulais juste l'aborder parce que là, il peut y avoir décalage entre le genre biologique et le genre ressenti, masculin ou féminin. Et il semblerait que les hormones jouent leur part dans cette confusion des genres. Alors, encore 2 mots sur la testostérone, parce que vous l'avez compris, même si c'est une hormone masculine, elle est aussi produite par la femme, 10 fois moins. En tout cas, elle est nécessaire aux femmes pour les muscles, pour les os, pour la mémoire et pour la libido. Et maintenant, les hormones purement féminines, même si les hommes les sécrètent aussi, mais en beaucoup plus petite quantité. Bon, vous en avez tous et toutes entendu parler. Il y a tout d'abord les œstrogènes. Et en plus de leur impact purement physique sur le cycle féminin, ils procurent aux femmes un sentiment général de bien-être, de contentement, et ils jouent un rôle majeur dans leur comportement maternel et dans le fait de prendre soin de leur foyer. D'ailleurs, en raison de leur effet calmant, on en administre parfois aux hommes dans les prisons pour apaiser leur comportement violent. Alors, comme hormone féminine, il y a aussi l'ocytocine, qui est connue sous le nom d'hormone du câlin.
Elle est libérée quand la peau d'une personne est caressée. L'ocytocine, c'est une hormone qui stimule le besoin des femmes de toucher et d'être touchées. Elles ont déjà la peau 10 fois plus sensible que celle des hommes. Du coup, ce n'est pas étonnant que les femmes attachent autant d'importance au câlin et au toucher. Et le toucher, c'est à la base de la vie, de la tendresse, de l'amour, de la relation. Il paraît que les femmes occidentales, alors les femmes orientales, je ne sais pas, mais les femmes occidentales ont 4 à 6 fois plus de chances de toucher une autre femme dans une conversation qu'un homme n'en aura de toucher un autre homme. Alors, il y a aussi une expérience qui a été faite sur les singes, sur les macaques, exactement. On leur a envoyé par spray de l'ocytocine. Et on s'est rendu compte que ceux qui avaient reçu cette hormone étaient plus attentionnés, plus gentils avec leurs congénères. Donc, voilà, on dit aussi que c'est l'hormone de l'altruisme. Et puis enfin, il y a la progestérone. C'est encore une autre hormone femelle qui sert à préparer l'utérus pour une grossesse, mais aussi qui libère des sentiments maternels et nourriciers. En conclusion, on constate que le cerveau féminin, comme les hormones de la femme, sont le socle biologique de notre féminité. Ils sont au service de la relation, de la confiance, de l'intuition, de l'empathie, du langage, du soin, etc. Et je dirais que toutes ces caractéristiques biologiques, à l'origine de notre féminin, elles nous ont été transmises d'une génération à l'autre tout au long de plus d'1 million d'années. Depuis la nuit des temps, notre cerveau s'est modelé sur la base du vécu différent des hommes et des femmes. Le cerveau n'est pas immuable. En fonction des actions que nous faisons, il se transforme. Vous comparez le cerveau d'un violoniste et le cerveau d'un cultivateur, ils ne sont pas identiques. Il y a des régions qui se sont développées davantage. Donc, sur des milliers de générations, on peut imaginer que voilà, les cerveaux se sont construits différemment. L'homme s'est adapté à la chasse, à la guerre, et il devait, pour la survie de l'espèce, être pourvoyeur, être protecteur, être conquérant. La femme, par contre, elle s'est adaptée à l'élevage de ses enfants, à leur éducation et au partage verbal avec les autres femmes du groupe dans le cadre restreint de son univers. Pour survivre, il lui fallait coopérer, partager, prendre soin. Et c'est comme ça que nos cerveaux masculins et féminins ont été modelés. Du coup, quand je pense à ce passage dans la Bible, vous savez, qui nous dit « Il créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa ». Je me dis qu'il est plus que probable que notre masculin et notre féminin d'aujourd'hui ne soient plus vraiment le reflet de notre Créateur. C'est à méditer. Nous ne sortons pas indemnes de tout ce que nous avons traversé au fil des millénaires quand nous devions lutter pour notre survie. Et maintenant, ce que je voudrais ajouter, c'est que chaque femme a dans ses mains aujourd'hui la capacité de développer sa propre féminité
tout au long de sa vie, par l'entraînement, par l'évolution personnelle, par peut-être la psychothérapie aussi. C'est une capacité qu'elle peut déployer tout au long de sa vie et développer. Alors, pour terminer, j'aimerais souligner que l'essentiel du fonctionnement harmonieux dans un couple et dans une famille, il est à mettre au crédit des femmes. Parce qu'elles disposent des capacités pour gérer les relations, spécialement quand ces relations sont difficiles et conflictuelles. Elles sont dotées de la capacité de sentir les motivations, le sens caché des mots. Elles peuvent prévoir et agir suffisamment en amont pour éviter les problèmes. Et elles savent communiquer, échanger, apaiser, prendre soin. Et ce potentiel, d'ailleurs, pourrait rendre notre monde beaucoup plus sûr si tous les pays avaient une dirigeante à leur tête. Ça, j'en suis persuadée. En tout cas, c'est une mission que se donne la Fédération des femmes pour la paix mondiale, que d'être un ferment de réconciliation et de coopération pour le monde, grâce à notre cerveau féminin. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Marie-Christine. C'est vrai que ça nous amène à la réflexion, pas mal de questions peut-être aussi parmi toutes les participants qui sont là, qui nous ont joints d'ailleurs, certains aussi un peu plus tard, peut-être qu'ils n'ont pas écouté le début. Mais on peut revoir sur Facebook, sur la page Facebook de la Fédération des femmes, pour ceux qui désirent voir dès le début la présentation de Marie-Christine. Donc voilà, c'est vrai que là maintenant, c'est ouvert à chacun et chacune d'entre vous, soit à des questions, ou bien à des commentaires aussi. Peut-être que j'aimerais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que Marie-Christine a dit, parce que je l'ai écouté il y a quelque temps dans un podcast, justement sur le même sujet du cerveau féminin. Et ça m'avait aussi intriguée. C'est une spécialiste neuropsychologue qui s'appelle Sylvie Chokran, qui a écrit un livre tout récemment qui s'appelle « Une journée dans le cerveau d'Anna ». Et elle disait qu'il y avait plusieurs… Alors, on sait que pendant la grossesse, le cerveau de la femme se modifie du fait des modifications hormonales, et elles vont modifier de manière vraiment morphologique. Et donc, comme vous le savez, comme elle l'a expliqué aussi Marie-Christine, il y a plusieurs régions dans le cerveau, et certaines régions donc s'occupent plus des interactions sociales et notre capacité de comprendre l'autre, ou bien ce que la personne en face pense, c'est-à-dire plus vers l'altruisme et l'empathie. Donc, on s'est rendu compte, alors avec tous les examens, que pendant la grossesse, ces régions, elles changent. Et que dans ces régions du cerveau féminin, il y a une réduction du volume de leur matière grise. Alors, il y avait cette question, mais alors ça veut dire que la femme, elle regresse intellectuellement ou quoi pendant ce temps-là? Mais alors, pas du tout. C'est que justement, il y a plutôt une concentration, une respécialisation dans ces régions-là pour permettre à la femme de développer cette empathie en attendant justement l'enfant de naître. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus pour qu'elle soit capable de comprendre ce que l'enfant ressent, de ressentir les besoins de l'enfant. Donc, durant tout ce temps-là, il y a toute cette région qui se spécialise dans cette attente. Je trouvais ça assez intéressant. Et cela ne se trouve pas dans la paternité, c'est surtout chez les femmes. Et il y avait aussi cette question, mais est-ce que justement cette modification, elle continue ou elle reste? Et il disait que oui, plus on a des enfants, plus justement cette modification reste. Et je pense que c'est un peu comme
comme une sorte d'habitude que le cerveau a pris de vouloir s'occuper, de vouloir prendre soin. Et c'est tout à fait naturel que même quand on a 80 ans ou 90 ans ou 70 ans, quand on a eu des enfants ou des petits-enfants, on continue à avoir cette même attitude, d'essayer de ressentir ce que l'autre pense. Voilà, je trouvais ça intéressant de le mentionner et donc ça fait partie aussi de cette particularité du cerveau féminin. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas d'enfants ne sont pas empathiques, ça n'a rien à voir. C'est juste que quand on a des enfants, on a besoin de cette empathie et de développer cette partie-là pour mieux justement s'occuper pour mieux gérer, on va dire. Voilà. Bon, ça c'était une petite, un petit point, mais voilà, je vais laisser la parole alors je vais voir d'abord s'il y a des questions. Alors, je n'ai pas vraiment de questions ici, donc il n'y a pas. Mais peut-être un commentaire, si vous avez, vous pouvez vous lever la main ou bien ouvrir votre micro. Si quelqu'un veut dire, ou bien même s'opposer, ou bien dire que quelque chose par rapport à ce que Marie-Christine a dit, sur lequel vous n'êtes pas d'accord, c'est aussi possible. Oui, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, Monsieur Voravon. Bon, C'est bien bonjour à d'avoir tout le l'opinion de monde. monsieur. Bon, j'ai été, enfin, pendant une période, j'attendais aussi un enfant de ma femme et pendant sa grossesse, je crois que, je ne sais pas si on a mesuré la modification dans le cerveau masculin, mais je pense que moi, je crois quand même avoir changé d'attitude et de sentiment pendant la grossesse de ma femme. Et puis, et j'attendais l'avènement avec impatience et je crois que je l'accompagnais tous les jours. On s'entraînait pour l'accouchement, etc. Bon, voilà. Mais je ne sais pas si quelqu'un a fait des mesures pour savoir si aussi dans le cerveau du papa qui attend un enfant, il y a aussi cette sorte de changement dans le sentiment. Merci. Merci. Merci, Monsieur Varavon, pour votre témoignage aussi. J'avoue, je ne sais pas, hein, je ne suis pas scientiste, c'est juste que je rapporte ce que cette scientiste ou cette personne a dit. Mais je suis sûre que les hommes aussi développent bien sûr cette région empathique, cette empathie, mais la femme en a besoin peut-être aussi beaucoup parce qu'elle est demandée jour et nuit de donner le sein, de ressentir. Peut-être l'instinct maternel aussi va avec. On parle beaucoup de l'instinct maternel. Voilà, ce sont des réflexions, hein, des questions. Mais bien sûr, hein, le père aussi, je suis sûre, accompagne la mère aussi de la même façon. Il ressent ce même désir aussi et de s'occuper de l'enfant et de la femme aussi, je pense. Bon, je voudrais partager aussi une expérience personnelle. Bien sûr. Là, quand mes enfants étaient tout petits, euh, je devais parfois m'occuper des enfants et je sais par expérience que les femmes sont beaucoup plus résistantes que les hommes devant pour s'occuper des enfants. Moi, au bout de quelques minutes ou quelques heures, je suis vraiment fatigué, tandis que ma femme, comment elle a pu supporter parfois 2 enfants à la fois et moi, un seul enfant, c'est déjà très, très ça m'a vraiment épuisé, voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Peut-être que c'est ça dont on parle, cette force, ce courage, de la mère, de vouloir aller jusqu'au bout, de défendre ses enfants. Même on trouve cela chez les animaux aussi, d'ailleurs, c'est ce qu'elle disait aussi, cette protection maternelle qui est très forte et de protéger ses enfants jusqu'au bout, même au risque de sa vie. En fait. C'est très, très fort.
Alors, j'ai une question de savoir quel est le nom de ce livre. C'est Une journée dans le cerveau d'Anna. C'est de Sylvie Chokran. Je vais l'écrire dans le chat pour ceux qui sont intéressés. Peut-être, Marie-Christine, tu voudrais ajouter des choses par rapport à ce qui a été dit. En fait, j'ai l'impression d'avoir assez parlé. Donc, la parole est à tous ceux qui ont écouté et qui certainement ont des choses à exprimer. Oui, 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 je voudrais poser une question. Est-ce que le fait qu'on découvre de plus en plus de choses au niveau du cerveau humain, est-ce que ça peut remettre en cause nos croyances, quelles qu'elles soient, ou ça peut appuyer nos croyances un peu plus fort, mais je me pose la question, est-ce que ça peut fragiliser peut-être nos croyances, non? Dans quel sens? Ben, la relation, tu as parlé, tu as cité l'homosexualité, par exemple. Dans la Bible, par exemple, l'homosexualité est condamnée, quoi. Hein, je pense que c'est un péché. Donc, le fait de découvrir certains éléments à propos de notre cerveau, est-ce que ça pourrait remettre des choses Christine, tu veux répondre à cette question? Oh, c'est une question délicate. Oui, très délicate. Oui, oui. Une question délicate. Qu'est-ce que je peux dire? Je ne pense pas que l'homosexualité soit un choix. La personne qui est homosexuelle vit quelque chose de différent en elle. Et c'est comme ça. Et c'est dû à sa biologie principalement. Alors après, que ce soit dans l'ordre des choses, c'est une autre question. Mais c'est comme ça. Ce qui ne veut pas dire que je connais des personnes qui sont homosexuelles et qui ont décidé j'ai presque envie de dire, de transcender cette tendance en elles. Parce qu'en fait, il y a le corps et il y a l'esprit. Hein. C'est deux choses quand même assez différentes. On a parlé aujourd'hui du corps. Je n'ai pas voulu toucher à l'esprit, mais quand on se penche sur, par exemple, la pensée de l'unification, il y a la personne physique, l'âme physique et le corps physique, et puis il y a la personne spirituelle, l'âme spirituelle. Et ce sont deux domaines qui sont à prendre en compte. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voudrait aborder ce sujet. En tout cas, j'ai une autre question de Madame Kobangue, qui est « La Bible parle de la femme vertueuse. Est-ce que cette notion peut se retrouver dans cette présentation du cerveau féminin ?» Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, voilà. En fait, je pense aussi que tout va dépendre aussi de l'environnement dans lequel la personne évolue, que ce soit homme ou femme, mais aussi pour la femme. Si elle évolue dans un environnement difficile, conflictuel, c'est vrai que ça va aussi influencer la personne ou l'éducation, enfin, le caractère, le cerveau lui-même. La possibilité d'être empathique, même aussi, ça peut aussi influencer dans ce sens. Ou alors la personne vit dans une atmosphère ou dans un environnement chaleureux, plein d'amour, et donc elle aura plus de chances de développer justement une certaine maturité et peut-être beaucoup plus d'empathie. Je dis peut-être, je veux dire, voilà, c'est l'environnement aussi influence sur la personne. En fait, ce que j'aimerais juste souligner, c'est que le cerveau
la biologie féminine et masculine d'ailleurs, c'est un socle, c'est un potentiel. Et après, c'est avec l'esprit qu'on va développer, utiliser, déployer une fonction ou une autre tout au long de notre vie. Donc, tout ce qui touche à la vertu, c'est en lien avec les valeurs et c'est en lien avec l'esprit. C'est une autre dimension. Et on ne peut pas, c'est délicat, on ne peut pas vraiment mélanger les deux quelque part. L'esprit est là pour jouer de l'instrument de son corps. Ce n'est pas le corps qui règne, qui domine, il est juste en potentiel pour avancer spirituellement. J'ai une autre question de Hannah Lottery qui dit alors, les homosexuels réclament que leur état leur est transmis dans les gènes, qu'ils sont nés ainsi. Donc, Marie-Christine soutient cela, ou bien s'agit-il d'une interaction entre la nature et la culture? Ah, j'ai Didier qui a levé la main, qui peut-être va répondre à ce niveau. Didier, tu peux ouvrir ton micro. Ah, voilà. Alors, oui, c'était sur plutôt quelque chose d'avant, mais peut-être ça se complète. Oui. C'est sur l'évolution de la masculinisation ou de la féminisation au cours de la vie. Donc, les jeunes enfants, ça se construit encore. C'est-à-dire même si un garçon naît garçon ou une fille naît fille, mais en bas âge, il n'y a pas forcément beaucoup de différences. Et donc, toute la construction aussi de l'éducation va jouer un rôle important, et notamment l'identification pour le garçon au père et pour la fille à la mère, pour construire l'identité de genre. S'il y a une relation difficile, conflictuelle, avec le parent du même genre, c'est là la psychologie, là il va y avoir un lien entre la psychologie et avec la psychologie, le lien avec la biologie se fait justement par les hormones. Parce que les hormones, c'est lié aux émotions aussi, justement. Donc, mais normalement, à l'adolescence, on arrive à un comportement hormonal qui va être quasiment maximal, quoi, vers la fin, début de l'adolescence et fin de l'adolescence. Et j'avais entendu, je ne me souviens plus la source, mais que avec un couple, au cours de la vie de couple, il y a des échanges hormonaux. Et puis, le fait de vivre ensemble va faire que, avec l'âge, l'homme va se féminiser un peu plus et la femme va aussi se masculiniser. Alors, effectivement, ce processus chez la femme peut être freiné par la maternité, qui réveille le côté féminin, mais ça reste vrai après la fin de la fertilité, il va se faire un équilibre dans un couple. Et voilà, donc qu'il y a non seulement le fait de... C'est pas simplement l'influence dans le sein de la mère qui peut changer ou perturber l'identité sexuelle, mais il y a une évolution qui, elle, est normale, en quelque sorte. C'est-à-dire à mon avis, pour amener finalement l'homme et la femme à se rapprocher au cours de leur vie et à mieux se comprendre et se compléter. Merci. Alors, je sais, du coup, c'était... Ah oui, le côté culturel, oui, sur les homosexuels et le côté culturel. Juste rebondir par rapport à cette question. Effectivement, un enfant va être impacté par sa relation avec son père et sa mère. Mais ce qui sera déterminant, d'après certains scientifiques, c'est que le fœtus n'aura pas reçu suffisamment d'hormones mâles entre
la conception et la 6e ou 8e semaine. Un enfant qui a reçu tout ce dont il avait besoin dans le ventre de sa mère au niveau testostérone, eh bien, les mêmes circonstances d'éducation ne l'affecteront pas à ce niveau-là. Mais s'il n'a pas reçu suffisamment de testostérone juste dans les premières semaines de sa vie, là, il pourra être affecté par des relations difficiles dans les premières années de sa vie. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble nature et culture qui va jouer. D'accord. Mais bon, c'est très, comment dire, schématique. Il faudrait faire une conférence juste sur ce point-là, qui est délicat et complexe. Et puis, on ne sait pas tout non plus. Alors, il y a une autre question qui est venue de Claire Koyama, qui est... Alors, on vient de comprendre que les hormones sont très importantes pour s'accomplir en tant qu'homme et femme. Attendez, j'ai un truc qui gêne, voilà. En tant qu'homme ou femme. Et lorsque les hormones baissent avec l'âge, que faire? Alors, est-ce que peut-être Didier va me dire quelque chose là-dessus, ou bien Marie-Christine? Didier, tu veux dire quelque chose là-dessus? Alors c'est plus un sentiment que c'est plus qu'une analyse scientifique, mais je pense que dans le même sens, c'est de la même façon qu'une personne peut être âgée mais se sentir jeune de caractère, et inversement, une personne jeune peut, du point de vue maturité, enfin vieillir prématurément. Donc je pense que l'attitude est importante et elle peut arriver à compenser justement ces pertes, ces mouvements. Alors, en plus, il y a un autre problème, c'est un problème de civilisation qui fait que dans la nourriture que nous prenons, etc., dans tout ce qui se passe, on a constaté que avec l'alimentation, il y a des perturbateurs endocriniens, il y a toutes sortes de choses qui font que les hommes ont tendance à perdre leur virilité. D'une génération à l'autre, il y a un problème assez sérieux qui fait que les hommes se féminisent justement prématurément. Et donc, il y a des problèmes avec des problèmes d'impuissance, alors aussi bien biologiques que du coup psychologiques aussi. Merci. Christine, tu veux répondre à cette question aussi ou pas? Ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on a une personne physique et une personne spirituelle. Et notre personne spirituelle s'est développée tout au long de notre vie grâce à notre personne physique, à nos hormones, à notre cerveau et tout ça. Et donc, elle a cet acquis-là, normalement. Ce qui fait qu'après que les hormones ne soient pas là ou qu'elles soient là, c'est relativement secondaire. Les acquis, ils sont là. Eh bien, oui. Est-ce qu'une autre personne voudrait intervenir ou... Je voudrais poser une question, est-ce que c'est possible? Oui, allez-y, Alice, vas-y. Oui. Merci beaucoup. Je voudrais savoir, aujourd'hui, on voit qu'on peut changer le genre de la personne. C'est-à-dire, la femme peut devenir l'homme, c'est-à-dire on change les caractéristiques humaines, c'est-à-dire le sexe, tout aujourd'hui. Je voudrais savoir, en changeant cela, l'homme qui devient femme ou femme qui devient l'homme, est-ce que ça change son yin et le yang et tout ce que vous avez dit concernant le cerveau? Alors, ça, c'est une grosse question. Hein. C'est vrai que là, on en parle beaucoup. Je ne sais pas si Marie-Christine, tu voudrais répondre, ou bien je sais que Didier est plus aussi... C'est délicat, c'est délicat et vraiment on avance.
c'est des sujets tellement touchy, comme on dit. Ouais. Oui, une personne dans son corps féminin, par exemple, peut se sentir homme du fait de ce qui s'est passé pendant les premières semaines de sa conception, voilà, de sa vie après la conception. Et ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Après, comment elle va gérer? Moi, j'ai tendance à penser que ça touche à son âme physique, pas à son âme spirituelle. Et bon, il y aurait disons que ça emmène assez loin. Donc, il faudrait Après, oui, c'est vrai. Préciser d'autres éléments. C'est vrai que c'est assez difficile de parler de ce sujet-là. Même moi, quand j'étais jeune, je me disais toujours un garçon manqué. On me disait bonjour mon petit garçon. Je paraissais vraiment plutôt garçon. Et ça m'a donné une empreinte. J'ai grandi un peu dans cette, je dis pas identité garçon, mais dans cette, on me voyait comme un petit garçon parce que voilà. Et c'est vrai que j'avais cette tendance à vouloir grimper aux arbres. Bon, je trouvais ça tout à fait normal. Mais je me suis jamais sentie que j'étais un garçon, mais on me voyait comme un garçon, le garçon manqué. Alors c'est vrai que parfois, il y a aussi cette attitude parce que de la fille qui voudrait plaire à son père ou de vouloir, surtout à l'adolescence ou quand on est jeune, parfois il y a toute une confusion à l'intérieur de soi parce qu'on a envie voilà, de trouver une certaine identité. Donc, il est vrai que souvent, quand il y a ce désir de changement, ça se passe aussi quand les enfants sont encore jeunes ou à l'adolescence où ils se sentent pas bien dans leur corps. Et c'est pas du tout le moment à ce moment-là de dire, ah ben tiens, si tu penses comme un garçon, tu changes et tu deviens un garçon parce que tu es une fille. Je pense que vraiment là, il faut réfléchir. Est-ce que dans quelques années, ça sera totalement différent pour la personne? Je veux dire, si elle avait ressenti d'être un garçon et puis finalement 2 ans après, elle se dit, ah non, non, je suis vraiment une femme, je suis une fille. C'est vrai que l'environnement aussi peut l'aider à changer. Beaucoup de choses peuvent aider à changer. Ouais. Enfin voilà, c'est très délicat de parler de ça. Alors, j'ai un petit commentaire de Bénédicte, peut-être que j'aimerais dire là. Je pense que l'environnement est aussi très important, non seulement la famille, mais la société, car les jeunes ont un désir d'appartenance et si pour raison hormonale ou autre, ils se sentent différents de leur sexe biologique et que leur entourage les conforte ou même les pousse dans ce choix, ils peuvent prendre un certain chemin qu'ils n'auraient peut-être pas pris si l'environnement était différent. C'est vrai aussi. J'ai une amie qui a un fils aîné qui aimait beaucoup jouer à la poupée et s'occuper de ses frères et sœurs jumeaux et jumelles. Elle me disait devant lui, eh bien, j'ai un fils homosexuel parce qu'on était dans les débuts de ce genre d'atmosphère. Et elle l'a regardé comme tel. Finalement, ce garçon est devenu styliste et pas homosexuel. Peut-être qu'il a souffert de la manière dont sa maman l'a vu. Voilà. Un peu, c'est vrai que moi-même, j'ai aussi souffert de la façon dont on me voyait quand j'étais jeune. On me disait toujours, je suis un garçon manqué. Et j'avoue que voilà, ça m'avait aussi beaucoup, ça m'avait fait souffrir quand même aussi. Et voilà. Mais je peux comprendre que ça peut aussi apporter des confusions et l'atmosphère, l'environnement dans lequel on vit peut influencer. Oui. Peut-être vous avez d'autres commentaires et d'autres questions. J'aimerais bien dire quelque chose, si c'est possible. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Très bien, Brigitte, je t'entends. Excusez-moi, mais pour ce sujet, je voulais dire quelque chose quand même à propos du changement de sexe. C'est que si une personne change de sexe, elle ne change pas réellement de sexe. C'est-à-dire que ce qu'on fait extérieurement avec le sexe, je parle de quelque chose de très physique là, on ne permettra jamais à un garçon qui a été un garçon d'avoir un enfant. On va extérieurement lui retirer son sexe masculin, mais il n'aura jamais
la possibilité de devenir une mère, de réellement être une femme. De même pour la femme, à qui on va donner extérieurement un sexe masculin. Donc, il faut savoir tout de même que parmi les personnes qui ont subi ce genre d'opération chirurgicale, il y a beaucoup de suicides. Parce que ces personnes ne se sont pas assumées telles qu'elles étaient et que intrinsèquement, un homme est un homme et une femme est une femme, comme vous l'avez beaucoup dit vous-même. Donc, je voulais souligner cet aspect du problème parce que, comme vous l'avez bien dit, après, on ne revient pas en arrière et que si à l'adolescence, on a un petit problème d'identité, il vaut mieux quand même beaucoup réfléchir avant de faire ce genre de choses. Tout à fait, oui. Merci Brigitte pour ce commentaire. D'ailleurs, il est conseillé quand les adolescents ont ce genre de situation d'aller voir un psychologue pour être sûr que ce qu'ils ressentent est vraiment cela ou pas, ou est-ce que c'est pas autre chose. Oui. Donc, nous arrivons vers la fin de notre rencontre et peut-être que s'il y a un autre commentaire ou une autre… Didier, tu lèves toujours la main, donc je ne sais pas. Non, pardon, j'ai pas enlevé. Non, mais je me dis peut-être que tu as encore envie de parler, dire quelque chose par rapport à ce Non, qui est… j'avais pas réalisé qu'il fallait enlever la… Ah, c'est pas grave. Il y a Michel Taotchan qui voudrait dire quelque chose. Ah, bien sûr. Désolée, je n'arrive pas à voir les personnes qui… Demain. Ah, super. Demain, très bien. Bonjour, Michel. Je peux parler? Bien sûr. Oui. Absolument. Bien sûr, Michel. En tout cas, dans cette conférence et les discussions, je crois qu'il y a quelque chose que vous avez très finement démontré, il y a le cerveau féminin qui est différent de le cerveau de la femme. C'est deux choses où on essaye de moduler un peu les deux. Il y a 4 ou 5 ans, il y a une conférence sur le cerveau de la femme où j'avais pu participer et il y a quelque chose de biologiquement différent. C'est le canal de Souquet. C'est le canal qui relie entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Et chez la femme, le canal de Souquet est plus important, est plus grand. On peut penser que grâce à ça, qu'elle a pu jongler de beaucoup de qualités entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Mais aujourd'hui, ma question principale, c'est que parmi les mouvements des femmes aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont très agressifs envers l'homme, c'est-à-dire l'identité de la femme par rapport à l'identité de l'homme. Par contre, chez le mouvement de la Fédération des femmes que vous y êtes, je ne vois pas cet aspect. Vous développez des choses qui jouent quel est le rôle de la femme, mais pas contre l'homme. Et que ce soit dans vos manifestations, vos conférences, vos activités, je ne vois pas ce mouvement agressif de cela. Est-ce qu'on a la possibilité, et c'est parfait, et nous, les hommes, on se sent très bien dans ce mouvement. Est-ce que vous avez pu étudier biologiquement ou émotionnellement ou psychologiquement, comment ça se fait que dans ce mouvement, il n'y a pas une agression envers l'identité des hommes? Voilà la question pour Marie-Christine et pour vous. Allez, Marie-Christine, c'est toi qui réponds. C'est un début, hein. C'est un début, hein. Il faut que ça prenne le temps. Ben nous, on les aime, nos hommes. Marie-Christine, tu veux répondre à cette question? Moi, je pense profondément que la femme devient femme grâce à l'homme et vice-versa, et qu'on a absolument besoin l'un de l'autre. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas beaucoup dans d'autres mouvements féminins et que dans le vôtre, il y a cette partie-là qui est très, comment dirais-je, très étudiée? Voilà, c'est juste cette question qui est un peu subtile. Et
elle est importante de signaler. Oui, peut-être je peux dire. Je pense que c'est lié à notre théologie, à notre croyance, qui prend vraiment très au sérieux ce qui est écrit dans la Bible. Quand Dieu dit « Il créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa », et que donc, d'ailleurs, enfin, alors il faut faire attention parce que dans les textes, suivant dans quel sens on prend le mot homme, mais le texte d'origine fait bien la différence entre homme, être humain, et homme masculin. Et alors en anglais, ils utilisent d'ailleurs the man, and ils disent male, he created them male and female, pour bien faire la différence. Et que donc, ça fait partie, le but de la vie n'est pas simplement de se développer spirituellement en tant qu'individu seul, mais de former une famille. Et par conséquent, avec cet objectif, à partir du moment où on a cette compréhension, cette croyance, ça change les choses en profondeur. Enfin, ça les change, ou ça confirme, parce qu'on avait peut-être déjà cette conviction. Mais je veux dire, ça consolide, et que peut-être justement, au contraire, les personnes qui ne seraient pas d'accord avec cette optique ne vont pas coopérer ou travailler dans ce mouvement. Oui. Moi, je pense que c'est aussi parce qu'on a cette conscience que, personnellement, la femme a besoin de l'homme et de l'homme a besoin de la femme, et de cette complémentarité nécessaire. Et comme disait, je crois, c'était toi, Marie-Christine, qui disait que l'homme devient plus masculin à travers la femme et la femme plus féminine à travers l'homme. Je pense que c'est une forme de beauté aussi, si on arrive à trouver les qualités chez les uns et les autres. Et d'ailleurs, le révérend Moon et sa femme en ont parlé beaucoup, que la nature de la femme et la nature de l'homme sont différents de nature, ils sont indépendants, mais ils ont la même valeur et ils sont complémentaires. L'un hérite de l'autre, mais sans qu'il n'y ait aucune revendication ou bien une forme de... Le problème, c'est l'ignorance, en fait. Je pense que le gros problème, c'est l'ignorance de l'un et de l'autre, et notre immaturité aussi, peut-être, de comprendre notre propre identité, même moi, même en tant que femme, ou l'homme en tant qu'homme, et aussi peut-être à l'origine du Créateur. Et pourquoi nous avons été créés en tant qu'hommes et femmes. Dans quel but? Donc, plus on en comprend, mieux, je pense, on peut saisir, on peut trouver cette harmonie ou ce dialogue entre nous. Enfin, c'est ce que je ressens, en tout cas. Et cette idée de valeur renforce justement aussi. Ça, c'est important, ce que tu dis là. C'est-à-dire que dans les mouvements féministes, on a tendance à dire si on n'est pas identique, on n'est pas égaux. Mm-hmm. Et que différence veut dire inégalité. Non, justement, c'est ça qui est peut-être nouveau, c'est de pouvoir affirmer l'homme et la femme sont différents, mais ça ne les empêche pas d'être égaux. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas ni du côté des hommes, ni du côté des femmes, besoin d'avoir une revendication spéciale. Parce que les deux ont la même valeur et les deux se complètent. Par conséquent, à partir du moment où on est conscient, on a la même valeur et que l'autre est mon complément, ça change tout. Voilà, oui. Jean-Marie Bourreau voudrait intervenir. Oui, le révérend Moon nous parle qu'il y a une différence entre l'homme et la femme, et il insiste surtout que l'homme recherche d'abord le savoir et le pouvoir. Donc c'est quelque chose qui est assez vertical, et que la femme, le révérend Moon insiste sur le niveau du cœur, comme quoi la femme a beaucoup plus de cœur, de sensibilité, et ça va vraiment dans le sens que vous avez dit, mais vraiment on est différent dans ce sens-là.
la femme est vraiment horizontale et au niveau du cœur, elle va vers les autres, elle va dans la nature. Et ce qui est aussi intéressant, c'est au niveau de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone qui permet aussi d'être en harmonie avec la nature. Par exemple, on sait que quand on fait de la méditation dans la nature, et cette ocytocine va nous permettre d'être en harmonie avec la montagne, les rivières, etc. Et permet aussi le développement du corps calleux, hein, cette connexion qui est entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Donc, d'une certaine manière, la femme, elle est aussi davantage proche de la création, de tout ce qui l'entoure. Elle est un petit peu un microcosme de la création, comme elle est horizontale. Et l'homme est véritablement vertical. Et ça représente, tous les deux sont en harmonie, ils sont ensemble. Et aussi, l'IRM fonctionnel s'est surtout développé à partir de l'an 2000. On est juste au début à comprendre notre cerveau, parce que quelquefois, quand on écoute les scientifiques, des fois, bon, c'est incomplet, hein, et même ce que je crois que puisqu'on en est encore au début de l'ère de la femme d'une certaine manière, qui a toujours été dominée, il y a encore beaucoup de choses à découvrir là-dessus. On en est vraiment au niveau spirituel quand on écoute certaines conférences, même si c'est des docteurs, je me dis mais non, c'est pas complètement comme ça, pardon, même si j'ai que le certificat d'études primaires, mais je me dis lentement. Mais véritablement, je pense que là, on en est encore au début, hein, à partir de l'an 2000, où on va découvrir beaucoup d'autres choses. Merci Jean-Marie, merci pour… Alors, bien, je pense qu'on va finir bientôt, parce qu'on avait dit jusqu'à 19h15, mais ce que je voudrais remercier ce soir, c'est tous nos hommes. C'est la plupart des hommes qui ont parlé ce soir. Bien sûr, il y a eu les commentaires de nos femmes, hein. mais je suis très, très touchée par leur intérêt qu'ils portent pour cette question des femmes. Et comme nous, on a beaucoup d'intérêt à les écouter aussi, bien sûr. Et voilà, donc je veux vraiment remercier pour votre participation à chacun. Et surtout aussi Marie-Christine pour ce travail, cette analyse que tu as faite. Alors, c'est vrai que c'est très peu de temps, donc on ne peut pas tout dire en si peu de temps. Comme tu disais aussi, Jean-Marie, il y a encore beaucoup de choses à dire, je suis sûre, dans les recherches. Ça va encore, voilà. En tout cas, je voudrais remercier chacun et vous inviter à revenir la prochaine fois. C'est une fois par mois, le Forum des femmes. Donc, ça sera au mois de mai, le 3e du mois. Donc, et je voudrais remercier aussi Victor qui est derrière la technique, patiemment, et puis tous ceux qui ont pu intervenir. Il y aura une suite à cette conférence? Ça m'intéresse. On pourrait, on va y réfléchir. Tu aimerais? Parce qu'on ne connaît pas trop notre cerveau. Hein. Oui, bien. Si quelqu'un veut essayer, hein, pourquoi pas pour la prochaine fois. Je comprends pourquoi les femmes, elles parlent. C'est vrai. Michel, oui, mais ça aide pour la relation. Hein, c'est vrai. Mais oui, mais oui. Combien d'hommes disent à leur femme, tu as un problème, tu parles trop. Oui. Ou alors, tu as un problème, tu es trop émotive. Mais non, elles n'ont pas de problème. Elles ont un potentiel qui est différent. Mais du coup, elles doivent apprendre à le gérer, c'est sûr. C'est ça. Voilà. Ouais. Bien. Si je peux dire quelque chose, Patrick, ici. Allez, Patrick, tu es le dernier. Juste pour dire que si une prochaine fois, on peut partager des expériences positives, constructives, l'homme, la femme, mari et femme, pour montrer que c'est vrai, quoi, ce que Marie-Christine a dit. D'accord. Bon. Ça serait super. Voilà, merci. Patrick pour, justement pour cette idée. Donc, on va voir pour la prochaine fois. Donc, je vous remercie et donc, on se revoit le mois prochain alors. Et peut-être avant encore. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci Marie-Christine. Merci Marie-Christine, c'était trop top. Trop intéressant. Merci Marie-Christine. On aurait mieux écouté.